Bonjour et bienvenue dans votre émission Nous y sommes, votre rendez-vous incontournable pour décrypter l'actualité politique en Afrique. J'ai l'honneur d'avoir Monsieur Son Excellence Chef Keïta, un leader africain engagé dans le développement économique et social du continent. Vous avez également des distinctions et rôles honorifiques que je cite. Vous êtes ambassadeur depuis 2018 de la Commission internationale des droits de l'homme, IHRC, une agence de l'ONU et représentante spéciale pour l'Afrique. Vous êtes également ambassadeur de la World Union of Small and Medium Enterprises, WSMI, en République de Guinée, pour l'Afrique précisément. Vous êtes également sénateur du Board de Business à Niger Forum, une organisation internationale pour l'inclusion financière et vice-président de l'initiative For Women in Africa en charge du développement du réseau. Merci, je suis très heureux d'être là et nous allons parler de notre continent, ce si beau continent qui est le berceau de l'humanité, et on va continuer à aller dans les profondeurs pour voir ce qu'on peut faire ensemble. C'est important que les pays d'Afrique aujourd'hui se réunissent autour d'un concept qui est tout à fait nouveau, c'est-à-dire celui de la complémentarité. La vision du monde, le nouveau, c'est une vision nouvelle qui est celui de bâtir ensemble un chemin important pour nos pays. Donc je suis très heureux. Merci Moustapha. Je vous félicite déjà pour votre chaîne de télévision. J'espère que vous porterez cette nouvelle aux autres qui pensent mais qui ne sont pas lancés. Mais vous vous êtes lancés, c'est un exemple. Donc je vous souhaite une très bonne réussite dans votre télévision et dans tout ce que vous faites. Plaisir d'être accompagné à ma droite de M. Stéphane Tiki, aujourd'hui un économiste renommé. On a de l'or, on a du pétrole, on a du diamant, on a tout ce qu'il faut. Mais la réalité en est que l'Afrique vit toujours. Si je parle de dépendance, c'est pas. Je sais qu'on vit dans un monde d'interdépendance. L'Europe, les Amériques, toutes les puissances travaillent ensemble. Mais aujourd'hui, l'Afrique vit toujours dans la précarité. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps que l'Afrique voit mettre en place une vision avec une autonomie par rapport, de ce reste que pour nourrir sa propre population, même pour manger, on est obligé d'importer du blé en Russie, on est obligé d'importer tout. On a des terres fertiles, on a tout ce qu'il faut. Nous exploitons, nous avons plein de choses et nous n'en tirons pas profit, ça ne nous a pas permis de nous faire développer. Mais pour cela, je vais revenir aux mines. Il faut une politique minière pour l'Afrique. Depuis nos indépendances, nous vendons en brut toutes nos ressources minières. Alors, moi j'ai pris la décision de travailler avec quelques amis qui sont des économistes, des spécialistes des mines. La solution, c'est de décider en Afrique d'arrêter de vendre nos richesses minières brutes. Il faut que l'exploitation se fasse au niveau local. Il faut négocier avec tous les partenaires essentiels qui viennent en Afrique pour nos mines. On dit voilà, nous avons travaillé depuis quelques années en vous vendant nos ressources minières. Maintenant, nous avons décidé de faire autrement. Est-ce que nous pouvons commencer à transformer sur place? Parce que si vous transformez, vous avez une ressource intéressante qui est celui de la jeunesse. Vous pouvez former, vous pouvez employer vos jeunes, vous pouvez créer la richesse, vous pouvez créer l'expertise, vous pouvez employer des gens. Donc vous créez une valeur ajoutée. Si vous créez des usines, vous avez la solution. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un problème de dirigeants parce que c'est des accords qui sont là, qui datent depuis les indépendances? C'est de choix et de stratégie et de vision. Et la réalité, c'est la continuité qui est là. Donc, si vous mettez dans votre constitution qu'à partir de 2026, tous les produits miniers qui sont dans votre pays, on ne vend plus et on doit trouver des solutions avec le partenaire pour qu'on transforme sur place, il faut commencer à discuter. Pour moi, en fait, c'est hyper simple. Il faut doter l'Afrique d'avoir une vraie capacité d'industrialisation. Voilà la réalité économique. Tout simplement. On n'a pas d'industrie en Afrique. D'ailleurs, moi je suis très fan de sport et de musique. Lorsqu'on parle aujourd'hui des jeunes qui sont un modèle d'inspiration sur le continent africain, ils ont trois types d'exemples. Très souvent les chefs d'État ou les ministres, parce que pour moi c'est ceux qui ont réussi. Deuxièmement, ça va être les sportifs. Troisièmement, ça va être les musiciens. Est-ce que vous entendez beaucoup de jeunes qui vous citent, et Cheikh Keïta en est aussi un exemple, des capitaines d'industrie? Est-ce qu'il y a un capitaine d'industrie que les Africains jeunes peuvent citer? Pas beaucoup. Pourtant, on a des dents côté, des dents boulot, on en a plein.
mais qui font des choses, mais pas assez. Voilà. Et c'est pour ça, et je termine dessus, je disais tout à l'heure à Emma, moi je prône la création d'un statut de l'auto-entrepreneur sur le continent africain pour permettre à ces jeunes de créer des emplois, de créer leur propre entreprise, qui sont des micro-entreprises, qui peuvent être des TPE, des PME, des startups. On se sommet d'ailleurs de l'intelligence artificielle, dans lesquelles ces jeunes peuvent créer l'entreprise, parce qu'en Afrique, contrairement à ce que les gens peuvent penser, et je suis d'accord avec vous, il n'y a pas un manque de talent, il y a un manque de talent. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'accompagnement, la formation, et transformer comme des Chipketa la croissance et l'amélioration des quotidiens de vie. Sauf qu'aujourd'hui, si les États jouent le jeu avec nous, parce que c'est ce que je dis souvent, c'est pas l'économie ou la politique, c'est les économistes avec les politiques ensemble. C'est-à-dire que si les États jouent le jeu en baissant notamment les impôts, et qu'on permettait à ces jeunes de créer leur auto-entreprise, qui lui crée l'entreprise, ça permet de sortir, cher État, comme vous dites souvent, et cette fois je vous cite, de sortir de l'informel ou passer dans le formel. Donc vous devenez un simple statut. Qui dit statut dit salaire, qui dit salaire dit pouvoir d'achat, qui dit pouvoir d'achat dit interdépendance. Pour que l'Afrique se développe, il faut l'industrialiser. Si on n'est pas industrialisé, on va toujours continuer à importer. Il faut qu'on arrête d'importer tout à tout vent. Il faut miser sur l'agriculture, transformer notre agriculture en agriculture industrielle. Si nous voulons tout à fait une Afrique prospère. Mais l'agriculture, je marque que l'agriculture demande quand même une sorte de réforme, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, la plupart, moi je suis d'origine quand même du monde rural, et que la manière dont on cultive, c'est toujours une manière qui est très archaïque. Vous voyez un cultivateur, juste pour un champ d'1 hectare, il y a plus de 100 personnes qui sont là en train de cultiver avec des haches, il faut quand même une vraie volonté politique de chef d'État pour pouvoir importer ou bien créer des usines, des tracteurs, et former les jeunes par rapport à ça. Vous ne pouvez pas gagner une guerre sans la préparer. Et c'est la même chose. Si vous voulez vous avancer et développer votre économie, développer votre pays, développer votre continent, il faut une projection et un projet. Et valoriser nos atouts en mettant en avant ce qu'on sait faire. Et pour moi, vous parlez d'industrialisation, vous savez, c'est un thème que je porte. Mais pour moi, l'industrialisation rime avec un autre point qui est aussi essentiel, pardon, c'est la formation. Parce que même, je vous dis ça parce qu'on accompagne aussi des boîtes avec Chama Consulting qu'on implante sur le continent africain. Et moi, dès que je demande qu'une boîte s'installe, il faut qu'elle fasse pas que venir pour gagner. Parce qu'on a bien compris que la boîte qui vient. Pour moi, en fait, il faut accompagner l'industrie locale et surtout valoriser. Et surtout valoriser tant ce qui se passe dans les villes, mais aussi ne pas oublier les territoires ruraux qui ont aussi pas mal de capacités. Il parlait tout à l'heure de terres érables. C'est important de valoriser. Voilà, on est quand même le continent des paradoxes. Quelqu'un me disait hier que l'Afrique centrale est la partie du monde où il y a le plus de soleil. Et c'est la partie du monde où du coup il y a le plus d'énergie solaire. Et c'est aussi la partie du monde où il y a le plus de coupures d'électricité. Donc pour moi, ça veut dire qu'il faut... Bah oui, ça veut dire que, vous voyez, on a les capacités. Maintenant, c'est pas la question de ce qu'on les a, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est comment on va pouvoir les exploiter. Et pour moi, les exploiter, c'est former les jeunes avec statut d'auto-entrepreneur, former les jeunes en accompagnant les industries locales et valoriser nos atouts en mettant en avant ce qu'on sait faire pour gagner. Mais non seulement le pays doit gagner, mais tout l'écosystème doit gagner. Et donc moi, ce que je demande aux potes que j'accompagne, c'est aussi former d'abord la main-d'œuvre locale, parce que pour justement, avec un peu d'ironie, ne pas créer de dépendance. Pourquoi je parle de dépendance et j'en arrêterai là? Dépendance parce que si vous êtes par exemple venu vous implanter dans un pays et que vous êtes les seuls à savoir comment fonctionne l'entreprise, et là, vous avez bien compris que le jour où vous n'avez plus d'intérêt dans le pays et que vous partez, l'entreprise est ferme et que les gens ne peuvent plus le faire. Moi, je dis toujours que, j'ai une dernière métaphore, je compare souvent la capacité de créer un médicament et la mise sous perfusion. Moi, je considère que quand vous mettez sous perfusion, on est en train de vous soigner, mais on ne peut pas vous retirer la perfusion parce que vous allez mourir. Moi, ce que je trouve que l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est pas d'être sous perfusion, c'est pas qu'on l'aide, c'est pas qu'on la prenne par la main, c'est qu'on lui donne l'information pour pouvoir créer son propre médicament qui fait que quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas là, on peut prendre des médicaments pour se guérir sans. Alors, on ne peut pas parler de question de souveraineté économique sans pour autant parler de souveraineté monétaire. L'Afrique doit-elle créer ses propres monnaies? Une monnaie unique africaine est-elle envisageable pour aujourd'hui renforcer l'intégration économique du continent? Et bien sûr, si vous voulez être souverain, si vous voulez être, comment dirais-je,
une nation qui a sa souveraineté, il faut avoir une souveraineté monétaire. La monnaie est l'élément unique de souveraineté. Si vous ne l'avez pas et vous ne la contrôlez pas, vous ne la produisez pas, vous n'êtes pas souverain. Alors, il y a un débat qui est sous l'Afrique depuis des années, hein, c'est le franc CFA. Vous savez, l'histoire du franc CFA. Aujourd'hui, elle a fait son histoire, elle a fait son temps, et l'Afrique est en train de se dire, ce franc-là, nous l'avons utilisé jusqu'à un certain moment, elle a eu une histoire qui a été positive, elle a eu une histoire qui était négative à un certain niveau. Vous ne pouvez pas vous baser sur une monnaie qui a fait son historique et qui a fait aussi ses limites sans penser de faire changer. Aujourd'hui, l'Afrique s'est projetée dans cet élément de changement pour que l'Afrique puisse adhérer à une monnaie forte qui permette en fait, d'équilibrer et de projeter les échanges commerciaux. C'est ce qu'il nous faut. Êtes-vous optimiste par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Afrique? Parce qu'il y a le Sahel, il y a la CEDEAO, il y a l'Union africaine. L'Afrique est plus que jamais morcelée avec des crises politiques qui gangrènent aujourd'hui son développement. Oui, si on envisage à créer une monnaie unique alors qu'aujourd'hui il y a des querelles un petit peu partout, comment vous voyez les choses? C'est des facteurs qu'on appelle les distorsions au niveau des décisions économiques qui impactent l'économie et qui impactent aussi les décisions politiques. Mais si l'Afrique est unie, regardez, pour que l'Europe avance dans le sens monétaire, il a fallu créer un outil qui dirige cette décision monétaire. Nous avons l'Union européenne et nous avons acquis les convergences et les échanges économico-politiques pour cela. Il faut que l'Afrique, avec sa direction, avec l'UE, soit tout à fait projetée dans ce sens. Si vous voulez créer une union monétaire, il faudrait un ensemble de tous parler en même temps, mais nous avons une problématique parce que si vous parlez d'une monnaie unique en Europe, vous avez des pays qui sont plus grands que nous, comme le Nigeria. Le Nigeria est le pays le plus gros. Alors, d'aucuns pensent que finalement, si nous avons une monnaie unique en Afrique, le pion qui va diriger le débat et aussi l'influence économique, ça sera le Nigeria. Mais il faut des éléments de contrôle. Parce que si vous créez quelque chose, il faut créer le but, la fonction, et puis les modalités. Donc nous devons tout à fait travailler dans ce sens. Les conflits ne vont pas arrêter la progression du choix. Parce que le choix est collectif, c'est pour l'intérêt de l'Afrique, c'est pour l'économie de l'Afrique. Mais nous devons travailler à éteindre les feux. Parce que si vous avez des feux partout, vous êtes tout à fait dirigé à ne pas aller plus vite pour réaliser ce que vous faites. Nous devons d'abord calmer ces feux et puis arriver à notre objectif. Écoutez, je partage tout à fait votre analyse, mais pour moi c'est tout à fait rationnel. Parce qu'en fait, son Excellence le confirmera, parce qu'on travaille aussi sur ce sujet-là en commun. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une Afrique. Donc en fait, on ne peut pas avoir une décision unique pour l'Afrique, puisque on va rester dans l'économie, cher Moustapha. Mais étant donné que par exemple les besoins que vous avez aujourd'hui économiques d'un pays comme le Maroc, avec une économie basée sur le tourisme, ne sont pas les mêmes besoins que vous avez sur le Cameroun, qui ne sont pas les mêmes besoins que vous avez sur la Côte d'Ivoire, et qui sont encore moins les mêmes besoins que vous avez sur le Kenya, et qui sont encore moins les mêmes besoins que vous avez sur l'Afrique du Sud. Donc, porter une décision unique, pardon de dire comme ça, mais on en rigolait tout à l'heure avec Moustapha, mais pour prendre une décision unique, il faut que nos intérêts convergent à la même décision. C'est-à-dire que si Moustapha gagne, l'ambassadeur Keita gagne, Emma gagne et Stéphane gagne, on décide de faire quelque chose en commun, comme nous sommes ici aujourd'hui. Mais à partir du moment où les intérêts de l'ambassade chez Keita ne sont pas les mêmes que Moustapha, ne sont pas les mêmes qu'Emma, et ne sont pas les mêmes que les miens, on ne peut pas trouver une décision unique et collective. Donc moi je crois justement, mais encore une fois, pardon de dire ça comme ça, mais c'est pas un problème. Aujourd'hui, vous voyez un pays avec l'Europe de l'Est et la Russie, il n'y a aucune rentabilité économique aujourd'hui avec la France, mais c'est pas un problème. Il y avait l'Europe des 6. D'ailleurs, c'est que l'Europe, c'est 27 pays, c'est pas l'Europe de tous les pays européens de l'Europe. S'ils ont pris 27 pays aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont dit, dans ces 27-là, j'aime bien le théorème de la balance, on considère que ce qui nous rassemble
et séparation des vies dans nos intérêts, et qu'on va gagner plus ensemble quand ils vont séparer. Les autres pays européens qui ne sont pas dans cette zone euro, c'est pas qu'ils ne sont pas bien, c'est juste que les intérêts ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que moi je l'ai dit au début de mon propos, je crois d'abord à une coopération régionale. Parce que moi je considère qu'aujourd'hui, je vais parler d'abord de l'Afrique centrale, mais si vous parlez du Cameroun, du Gabon, des deux Congos, de la République centrafricaine, de cette zone qu'on appelle la CEMAC, ce sont des pays qui ont des... On parle toujours du bassin du Congo, qui est le deuxième bassin forestier au monde, on parle des sujets de reforestation, on parle de liberté dans le transport et la circulation, on parle des sujets de mobilité, et bien ce sont des pays qui sont touchés dans les mêmes sujets. Si vous partez de l'autre côté de l'Afrique de l'Ouest, entre le Bénin, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, vous voyez qu'il y a des convergences, idéologiques, il y a des convergences de terrain, il y a des convergences de réalité. Le Sénégal, Charles Moustapha, un pays que vous connaissez bien, économie aussi basée sur le tourisme, qui peut être relié avec la Côte d'Ivoire, qui est basée avec l'économie aussi basée sur le tourisme. Donc, Maroc et Tunisie, vous voyez, donc, pour moi, si vous vous asseyez autour de la table en disant on a envie de mettre les 54 pays africains autour de la table avec une initiative commune, ça va être compliqué parce que chacun ne tient pas dans le même sens parce que les intérêts sont différents. En revanche, si vous faites une zone économique monétaire de libre-échange, dont on parle sur ce que je disais sur la ZECAF, qui se base évidemment sur des économies régionales. La régionale dit qu'on a la même région, on partage les mêmes intérêts, on a la même ambition, on n'est pas dépendant, on est interdépendant, qui fait que quand tu gagnes, je gagne, nous gagnons, et bien là on connaît les gens dans le même sens. Et après, moi je rêve aussi qu'à partir du moment où on a pris des décisions interdépendantes des zones économiques régionales, et bien chaque zone économique régionale, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale, Afrique du Sud, s'assoient ensemble. Et là, ma chère Emma, on va peut-être imaginer quelque chose. Je pense qu'on se rapproche plus de prendre une décision. Parce que, et je termine là-dessus pour essayer de chercher quelqu'un, mais si vous trouvez une vision commune des pays d'Afrique du Nord, avec une vision commune des pays d'Afrique de l'Ouest, des pays d'Afrique du Sud et Afrique centrale, vous avez un interlocuteur tout à table. Donc du coup, vous avez chaque responsable de la zone économique qui part avec personne. Donc si vous mettez autour de la table 5 personnes, pardon, c'est mathématique, pour trouver une décision, il est beaucoup plus facile avec 5 personnes d'avoir un résultat que d'avoir 54 personnes. Voilà un continent qui a ses enfants sur tous les continents du monde. Je parle des diasporas, je parle des afro-descendants. Si vous allez en Colombie, vous trouvez des Africains, ils sont des choses africaines. Vous allez au Brésil, vous avez des Africains, vous avez des choses africaines. Si vous allez aux États-Unis, les Black Americans, les afro-descendants, c'est des afro-descendants qui viennent d'Afrique. Mais si vous êtes un continent aussi puissant, prospère, qui a ses enfants partout, il faudra avoir la capacité d'aller chercher vos enfants pour leur dire voilà ce que nous promettons pour vous, voilà ce qu'on peut construire ensemble. Mais si vous n'allez pas former, vous n'allez pas chercher vos enfants, ils ne viendront jamais. Donc l'Afrique doit mettre une stratégie en place de retour de ces diasporas, de ces afro-descendants pour impacter l'Afrique. Vous savez, il y a quelques années, je disais dans mes discours, il faut que les pays africains prennent le temps de créer des agences d'emploi dans les ambassades. Et pourquoi? Parce que si vous avez vos cadres qui sont formés, qui sont en France, qui traînent à trouver du travail, si vous leur proposez de travail pour retourner au pays, mais ils viendront. Parce que vous leur donnez la capacité, vous leur donnez la ligne, une démarche possible pour venir, avec une structuration des choses. Le pays qui a commencé à faire ça, c'est le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville a installé, il y a quelques mois, une agence d'emploi ici en France pour compter les jeunes qui veulent travailler en fait, dans leur pays. Et puis, il faut que j'espère que les autres pays vont suivre, mais ce qu'il faut faire aussi, c'est avoir la capacité de trouver des diasporas qualifiées afin de les intégrer dans une démarche tout à fait de contribution. Tout dernièrement, il y a eu 2 éminents personnalités de la diaspora qui ont été nommés pour le Congo-Brazzaville. Le ministre des Finances, Christian Yoka, a été nommé. Nous avons un ami qui a été nommé aussi à la présidente de la République pour conseiller le président en économie. Donc l'Afrique doit récupérer ces têtes d'affiche, ces têtes qui peuvent lui apporter tout à fait une ressource, une valeur ajoutée pour qu'on puisse y aller. Donc il y a ce travail à faire. J'espère que finalement les pays africains vont y penser et puis travaillons sur la formation. L'avenir, c'est la formation.
exactement, une conclusion pleine d'espoir, une conclusion aussi qui met un terme à ce débat. Merci à vous d'avoir participé et contribué justement aux enjeux politiques et économiques de ce beau continent qui est l'Afrique. Et je vous remercie d'avoir regardé cette émission jusqu'à la fin. Nous y sommes, c'est pour vous. C'est une émission de débat politique qui met en lumière tous les aspects économiques, sociaux de l'Afrique. Nous y sommes parce que l'Afrique bouge, nous y sommes au cœur de l'action. Merci nos chers invités d'avoir répondu présent, mais surtout d'avoir éclairé pas mal de choses par rapport aux innombrables problèmes qui assaillent notre continent. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec des experts qui vont venir ici dans ce plateau partager les enjeux de l'Afrique. Merci. Merci beaucoup et à bientôt.